Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. C'est vrai que la question de la permanence des soins est un sujet qui, comment dire, polarise beaucoup d'attention et suscite beaucoup de réactions de la part de nos concitoyens. Parce que c'est probablement un élément visible, pas nécessairement quotidien, heureusement d'ailleurs dans la vie des gens, mais qui rend visible les enjeux d'accès aux soins. Et de ce point de vue-là, on est amené à constater qu'il y a des différences de régulation, des différences de situation d'un territoire à un autre. Et lorsque je parle de nos concitoyens qui, assez spontanément, se disent « mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de santé à minuit ?» alors même que parfois dans leur territoire, il y a des réponses et qui donc ne les connaissent pas, c'est vrai qu'il y a aussi des éléments d'incompréhension de la part des professionnels. Moi, je veux dire que j'aborde la question de la permanence des soins dans la perspective globale qui est la mienne, de celle de garantir à tous nos concitoyens un égal accès aux soins, quel que soit le lieu de résidence, l'heure, la date à laquelle ils ont besoin de contacter un professionnel de santé. Alors, il s'agit, pour qu'on soit bien d'accord sur les enjeux, il s'agit de répondre à des besoins de soins non programmés et sans urgence vitale qui se présentent aux heures de fermeture habituelles des cabinets libéraux et des centres de santé. C'est ça l'enjeu de la permanence des soins. Et c'est d'ailleurs parce que nous la définissons comme ça que se pose, et j'aurai l'occasion d'y revenir, la question de la relation avec les structures hospitalières, puisque les structures hospitalières sont ouvertes 24, enfin les structures où il y a des accueils d'urgence sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que le réflexe de nos concitoyens est de se rendre aux urgences, parce qu'ils ont identifié que les hôpitaux ont des structures d'accès qui fonctionnent en permanence. Au niveau régional, donc quelle est la situation aujourd'hui? Au niveau régional, après une concertation avec les acteurs de terrain, la permanence des soins ambulatoires s'organise en territoires de permanence qui sont arrêtés par le directeur de l'Agence régionale de santé. Ce découpage en territoire, je veux le dire de la manière la plus claire qui soit, il n'est pas décidé seul en chambre par le directeur de l'Agence régionale de santé. Ce n'est pas le directeur de l'Agence régionale de santé qui, tout seul dans son bureau, prend une carte, fixe des territoires et dit voilà comment ça va se passer. Cette répartition, ce découpage en territoire résulte d'un travail et d'une concertation avec l'ensemble des parties, en particulier les organisations professionnelles et l'ordre des médecins. Ce dispositif est pleinement opérationnel depuis le début de l'année 2014. Et cette période correspond à la fin de l'élaboration des cahiers des charges régionaux. L'enquête nationale du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a été publiée au début de l'année, dresse un bilan globalement positif de la mise en œuvre de cette réforme. Le principe qui l'anime est clair. Aux heures de la permanence, toute personne présente sur le territoire doit pouvoir disposer d'un accès garanti aux soins. Mais pour passer du principe à la réalité, et plus encore à la réalité vécue de la part de nos concitoyens, il nous faut répondre à 3 préoccupations. Des médecins disponibles dans tous les territoires, des professionnels de santé, mais en l'occurrence des médecins, une organisation des soins adaptée aux spécificités locales et une organisation lisible et adaptée aux besoins des patients. C'est pour poursuivre cet objectif d'accessibilité aux soins non programmés que le dispositif doit continuer d'évoluer en consolidant la place de la médecine libérale et des centres de santé dans notre système. Et c'est l'enjeu du projet de loi de santé, j'y reviendrai. Alors d'abord, la garantie d'accès à la permanence des soins implique la présence de médecins
et au-delà de professionnels de santé sur tous les territoires. Sur certains territoires, le mouvement des départs en retraite s'amplifie. Par conséquent, la charge qui repose sur les médecins restants est alourdie. L'enjeu est de lutter contre les déserts médicaux. Depuis le mois de décembre 2012, à travers la mise en place du pacte territoire santé, j'ai souhaité apporter des réponses à cet enjeu démographique à travers des engagements concrets. J'ai présenté au mois de février dernier les premiers résultats de ce pacte territoire santé qui concourt à garantir l'effectivité de la permanence des soins en consolidant la présence médicale dans les territoires, en particulier les territoires les plus fragiles. Concrètement, de nouveaux médecins s'installent dans les territoires qui en manquaient. Je vous donne quelques exemples. 881 étudiants ou internes ont d'ores et déjà pris l'engagement de s'installer dans un territoire sous-dense en contrepartie d'une bourse. Il n'était que 353 en 2012. 200 nouveaux médecins se sont installés en zone rurale grâce aux contrats de praticiens territoriaux de médecine générale au cours de l'année 2013. 200 nouvelles installations sont prévues en 2014 et je pense qu'à l'instar de 2013, les installations se feront principalement au cours du second semestre. De nouvelles mesures sont présentées à cet effet dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Je veux prendre un exemple que Madame la députée Bernadette Laclais, qui est membre de votre mission, connaît bien, celui des zones de montagne. Dans ces territoires, l'activité des médecins est marquée par certaines spécificités, notamment l'isolement par rapport aux infrastructures sanitaires de la région. Un soutien financier à l'activité sera mis en place dès l'année prochaine pour répondre exclusivement à ces contraintes particulières auxquelles les médecins de montagne doivent faire face pour garantir l'accès aux soins. Par ailleurs, la signature des nouveaux dispositifs, donc les praticiens territoriaux de médecine générale, ou donc désormais le soutien aux médecins de montagne, doit avoir comme contrepartie la participation à la permanence des soins ambulatoires. C'est le cas pour les praticiens territoriaux de médecine générale, ce sera le cas pour le soutien aux médecins de montagne. Je veux ainsi affirmer clairement mon engagement dans le cadre d'une logique d'incitation plutôt que de contrainte, mais l'incitation, elle est réciproque, elle est contractuelle, c'est-à-dire qu'elle résulte d'engagements réciproques. Et je dois dire, je prends l'exemple des médecins de montagne parce que c'est celui que nous avons discuté le plus récemment avec les professionnels, que cette idée d'engagement réciproque n'a pas posé de difficulté. C'est-à-dire que les professionnels ont accepté cette idée de s'inscrire dans un cadre qui comprend l'idée de la participation à la permanence des soins. Pour répondre aux besoins des patients et des professionnels, mais des patients, il s'agit d'adapter l'organisation de la permanence des soins à chaque territoire. Les agences régionales de santé ont la possibilité, et elles doivent le faire, d'actionner tous les leviers qui sont à leur disposition pour adapter la permanence des soins ambulatoires aux besoins réels de la population et aux contraintes particulières qui s'imposent aux médecins. Ces leviers peuvent, par exemple, conduire à moduler la rémunération des gardes en fonction des sujétions particulières. Je dis un mot du point que vous avez évoqué, Madame la Présidente, du fait qu'en 2003 a été levé le caractère obligatoire de la permanence, de la participation à la permanence des soins. C'est un fait. On peut le regretter. Et pour ma part, je ne considère pas que cette décision ait été, particulièrement judicieuse. Faut-il la remettre en question? 10 ans ont passé. Donc nous sommes dans un contexte différent. Nous devons, passez-moi cette expression un peu triviale, faire avec. Et voir comment nous
rééquilibrons la situation. D'où les mécanismes d'engagement réciproque que je mets en place. Mais cela n'empêche pas de considérer que dans un certain nombre de territoires, cette décision a été porteuse de difficultés. Et que ceux-là même qui se préoccupent de voir le recours à l'hôpital trop systématique oublient parfois que cette décision a contribué à faire de l'hôpital le seul lieu où les patients pouvaient se rendre à certaines heures ou à certains jours. Et donc, j'appelle chacun à bien évaluer la manière dont certaines décisions prises ont pu avoir un impact sur le paysage du moment. Mais moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la solution réside dans la remise en question de cette décision. Il s'agit de voir comment nous pouvons prendre en compte les réalités qui se sont désormais créées. Mais que chacun assume la part de responsabilité qui lui revient. Alors, les leviers peuvent conduire à moduler la rémunération des gardes en fonction des sujétions particulières. 13 agences régionales de santé ont ainsi adopté des forfaits différenciés qui permettent, par exemple, de valoriser l'intervention dans des territoires ruraux ou élargis, ou encore de valoriser les gardes réalisées au cours de plages horaires nocturnes. Dans certains territoires, alors la question c'est, est-ce qu'il faut que ce soit la même rémunération partout, le même forfait partout, dans les mêmes conditions? J'ai entendu, et cet exemple est cité par certains professionnels, mais toutes les réalités locales ne sont pas les mêmes. Et la permanence des soins n'a pas la même signification dans une zone rurale. Je ne parle même pas des zones de montagne, dans certaines zones rurales ou en centre-ville de grandes agglomérations. Or, on a malgré tout, y compris dans les centres-villes de grandes agglomérations, besoin de permanence des soins si nous ne voulons pas que le recours aux urgences soit le recours systématique. Et donc la modulation des soutiens me paraît être un élément qui ne doit pas être écarté par principe. Dans certains territoires, la réponse a pu prendre la forme d'organisations innovantes comme les maisons médicales de garde. Il en existe 369 aujourd'hui. Il s'agit de lieux fixes, identifiés, au sein desquels un médecin dispense des consultations de médecine générale non programmées. S'agit-il d'implanter dans chaque secteur de garde une maison médicale? La réponse est non. En fonction du diagnostic territorial, on peut soutenir l'initiative des médecins libéraux pour mettre en place ces structures. Cela permet en particulier de remobiliser les médecins qui apprécient de travailler au sein de structures qui mettent à leur disposition des infrastructures et des équipements adaptés. Lors de mes déplacements sur le terrain, dans les régions, j'ai pu constater qu'il y a des médecins, il y a des endroits où les médecins préfèrent qu'il y ait une maison médicale, qui n'est pas leur cabinet habituel, dans lequel ils se déplacent eux-mêmes au moment où ils prennent leur garde, et qui est identifié comme tel. Et ça peut fonctionner très bien. Il y a d'autres endroits où d'autres structures ont pu être mises en place qui fonctionnent tout aussi bien. La mise en place du service territorial de santé au public, qui est au cœur du projet de loi santé, doit permettre d'aller plus loin dans la réponse à apporter aux besoins des patients et aux attentes des professionnels. Au cœur de ce dispositif, il y a le renforcement de la médecine de proximité et notamment la réponse aux soins non programmés. Chaque territoire doit pouvoir adapter sa réponse à partir des initiatives des acteurs de terrain. Ce que je veux dire, c'est que je n'entends pas couper les ailes des initiatives qui sont en place et qui fonctionnent. Là où ça marche, et quelle que soit la formule qui marche, il faut soutenir cette formule-là. Et le service territorial de santé au public sera donc la mise en œuvre de ces formules qui marchent. Le service territorial de santé au public, contrairement à ce que j'entends parfois, n'est pas la généralisation d'un seul dispositif formaté, défini
d'en haut. Je constate là encore que parfois, ce sont les mêmes qui parlent d'étatisation et qui se préoccupent de l'absence de réponse sur place. L'idée, ça n'est pas de dire il va y avoir partout la même chose, par exemple une maison médicale de garde ou autre chose. Il s'agit de dire il doit y avoir partout des réponses. Il n'est pas acceptable qu'il y ait des territoires dans lesquels la population soit laissée sans réponse en termes de permanence des soins. Mais la forme que prend cette réponse, elle est laissée à l'initiative des professionnels et en particulier des professionnels libéraux. Je dis, la réponse est laissée à l'initiative des professionnels libéraux, qu'on ne me parle donc pas d'étatisation. Je suis certaine d'ailleurs qu'ici, on ne me parlera pas d'étatisation, même si les besoins de la querelle idéologique peuvent amener à prononcer ces mots en d'autres moments et en d'autres occasions. Par exemple, mais je vous le dis avec sourire, avec un sourire. Vous avez, Monsieur le Président, évoqué la question des maisons de retraite, des EHPAD. C'est un sujet qui est un sujet de fait préoccupant, enfin au sens de c'est un sujet qui doit être posé. Les expérimentations que je viens de lancer, enfin qui ont été votées il y a plus d'1 an, mais qui ont été lancées, les PAERPA, les parcours d'accompagnement pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, s'adresse aussi aux personnes qui peuvent être dans les EHPAD. Et un des sujets qui est posé, qui peut être posé, c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins de santé qui se posent la nuit. Donc, à travers ces expérimentations, nous devons faire émerger des solutions durables, éventuellement généralisables, qui permettent d'éviter le recours systématique, souvent pour des raisons d'ailleurs de précaution, aux urgences, parce que vous savez aussi bien que moi que dans une maison de retraite, la nuit, la personne de garde, qui n'est pas forcément un personnel soignant, enfin, ou qui peut être une aide-soignante, elle se dit « Ouh là là, moi, je ne prends pas de risque et donc j'envoie aux urgences », alors que la mise en place d'un mécanisme de garde pour un territoire, incluant une maison de retraite, pourrait être identifiée. À travers les sujets spécifiques pour lesquels des réponses doivent être apportées, se pose la question des certificats de décès, qui ne sont pas au cœur, heureusement, de l'action médicale, mais qui, néanmoins, constituent un sujet irritant, disons-le tout clair. Il n'y a pas de solution toute prête, et donc je suis favorable à ce qu'un groupe de travail piloté par le ministère de la Santé et qui associerait l'Ordre des médecins et le ministère de l'Intérieur, puisse être rapidement constitué pour trouver une solution à la question de la rémunération de ces actes, tout en préservant les obligations déontologiques du médecin traitant. Voilà la proposition que je fais, parce qu'il faut qu'on sorte de la situation dans laquelle on est et où on assiste un peu à une partie de ping-pong entre les différents responsables, et en particulier entre les maires qui ne peuvent rien faire et qui sont un peu pris au piège, parfois, des médecins qui n'ont pas de rémunération, et des professionnels de santé ou des ARS ou la sécurité sociale qui constatent que ça ne fait pas partie de leurs obligations. Pour les patients, il faut rendre le dispositif de permanence des soins à la fois plus lisible et mieux identifié si on veut pouvoir l'orienter vers une réponse médicale adaptée. Un des enjeux parmi ces questions est une question d'organisation d'abord, qui est celle de l'articulation entre les médecins et les pharmaciens. Moi, quand je me déplace, quand je rencontre des citoyens, pas des professionnels, des citoyens, ils me disent « Madame », ils me disaient même ça avant, hein, « Madame, moi, j'ai été voir un médecin à 10 h du soir, tel jour, en zone rurale,
Et il se trouve que ce même jour, après, il a fallu que je fasse 50 km en voiture pour aller à la pharmacie, parce que les secteurs de garde ne sont pas les mêmes, parce que le nombre de professionnels de garde n'est pas le même, donc les tours de garde ne reviennent pas avec la même régularité, et c'est une réelle difficulté. Vous avez évoqué deux options, enfin deux solutions. Faut-il constituer des stocks tampons ? Je vous avoue que je n'ai pas réfléchi et fait réfléchir mes services à cette question-là. Je crois qu'il faut la prendre avec un certain nombre de précautions. Parce que si tout le monde pourrait comprendre que certains médicaments très simples pourraient être disponibles, et d'ailleurs ils le sont souvent, quelque chose pour faire tomber la fièvre dans les heures qui viennent tout de suite, où on donnerait un comprimé, je ne vais pas citer de marque, mais de paracétamol. Bon. On peut discuter, après, avec la question de savoir comment on facture et on finance, et comment on l'inscrit sur le dossier du patient. Donc on peut imaginer qu'un médecin, pour dépanner, donnerait un comprimé de paracétamol en urgence. Bon. Et d'ailleurs, souvent, des médecins ont des petits stocks comme ça, où ils badigeonnent un genou, ils mettent un pansement. Bon. Mais aller au-delà devient quand même compliqué. Parce que faut-il trouver en urgence chez le médecin ? Vous voyez ? Et là, je vois comment la discussion pourrait devenir un peu compliquée, parce que des stocks d'urgence, il faut les stocker. Qui gère les stocks ? Donc, bon, moi, je veux bien faire réfléchir à cette option. Encore une fois, je vous dis franchement, je n'y ai pas réfléchi spontanément jusqu'à maintenant. Donc, moi, je veux bien faire réfléchir à cette option, mais je vois assez vite les difficultés qui peuvent se poser. Vient ensuite la question des transports sanitaires et de la prise en charge de transports sanitaires. Une expérimentation va se mettre en place sur cette question à partir de 2015, qui doit permettre la prise en charge financière de patients vers les maisons médicales de garde, voire vers des pharmacies. Donc on pourrait imaginer des circuits pour certains patients, mais on voit bien que ça ne peut être que certains patients et de façon très restrictive. Une personne âgée qui ne conduit pas, on peut envisager ce genre de choses. Mais donc il faut déterminer les modes de façon assez restrictive malgré tout, où ça pourrait se faire, mais une expérimentation va se faire en 2015. Ensuite, nous devons réfléchir à la régulation des appels, qui est évidemment un pivot de la permanence des soins ambulatoires, car elle permet d'orienter chaque patient vers une réponse médicale adaptée à son état. La place du médecin régulateur est essentielle, puisque c'est lui qui, le cas échéant, déclenche une intervention médicale. C'est cette régulation qui permet l'orientation de chaque patient vers une prise en charge que son état requiert. Cela peut être un simple conseil médical, c'est le cas dans 60% des cas. Enfin, c'est ce qui arrive dans 60% des appels. Ou alors la visite d'un médecin à domicile, une orientation vers une maison médicale de garde ou vers les urgences. Le nombre d'actes régulés, après avoir connu une forte hausse, a aujourd'hui tendance à se stabiliser. Sur le total des actes réalisés aux heures de permanence, la part des actes régulés est passée de 40 à 62% entre 2006 et 2012. Je souhaite que ce dispositif soit rendu plus lisible pour la population. Aujourd'hui, il existe des numéros différents selon les départements. La multiplicité des numéros d'appel sur le territoire national nuit à la lisibilité du dispositif et à son bon usage par la population. Concrètement, vous avez des mécanismes qui sont différents selon les départements, ce qui veut dire qu'il est difficile de les identifier dans chaque département. Et puis, tout simplement, quand vous partez en vacances, vous ne savez pas si dans le département où vous êtes en vacances, c'est le même mécanisme de régulation qui s'applique que dans votre département d'habitation, pour autant que vous sachiez quel est le dispositif qui s'applique dans votre département d'habitation. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de santé, je souhaite mettre en place un numéro unique de permanence des soins, aisément mémorisable et harmonisé au niveau national. Ce numéro doit permettre aux patients d'entrer en contact
avec le médecin régulateur, quel que soit l'endroit où il se trouve. L'objectif, c'est de mettre en place un numéro dédié à la permanence des soins ambulatoires à côté du numéro d'accès à l'aide médicale urgente, le numéro 15. C'est l'option qu'a choisie un pays comme l'Allemagne. En juin dernier, la région Midi-Pyrénées a déjà emboîté le pas à la région Franche-Comté et adopté un numéro unique pour ces 5 départements, afin de permettre à la population de contacter un médecin de garde la nuit à partir de 20h, le week-end et les jours fériés. En complément de cette réforme, une campagne d'information sera lancée en 2015 pour présenter, une fois que la loi sera votée, pour présenter et faire connaître ce numéro de téléphone unique et plus largement les grandes lignes et la logique de la permanence des soins. 2 observations à ce stade. Une autre option aurait pu être envisagée, qui aurait été un seul numéro unique qui se serait substitué au 15 et qui donc engloberait une régulation unique, SAMU et permanence des soins. C'est à terme ce vers quoi on pourrait aller. Et je dois même dire qu'à terme, on devrait même aller vers un numéro de régulation unique qui intégrerait y compris les SDIS. Mais aujourd'hui, nous en sommes très loin. Et donc, attention à ne pas défaire ce qui fonctionne. Le 15 marche très bien. En gros, il y a des limites. Et donc, attention à ne pas défaire ce qui fonctionne. En revanche, ce dont les Français doivent avoir l'assurance, c'est qu'en appelant le 15, ils seront automatiquement basculés vers le numéro de régulation libérale sans avoir, eux, à faire quoi que ce soit, si leur appel ne relève pas du 15, et qu'à l'inverse, s'ils appellent le numéro unique de permanence des soins ambulatoires, ils seront basculés automatiquement vers le 15 sans avoir quoi que ce soit à faire si leur problème relève du 15. En gros, il ne s'agit pas de tomber sur quelqu'un qui leur dise « Écoutez, monsieur, raccrochez et appelez le 15 » ou « Écoutez, monsieur, vous ne dépendez pas de nous, madame, appelez le... je ne sais pas ce que sera le numéro ». Je veux dire, pour ce qui est de... donc, on a le choix que je fais, c'est un choix d'efficacité. C'est de pouvoir et de rapidité. On a le 15. Si on veut mettre quelque chose rapidement en place, qui fonctionne, on met en place un numéro unique national de régulation libérale et les 2 dispositifs se structureront et se rapprocheront. Moi, je veux dire que le travail qui se fait avec le SDIS et les SDIS se fait bien, puisque après des inquiétudes, des groupes de travail se sont mis en place, l'apaisement a été trouvé, et nous avons pu, engager des réflexions conjointes. Je disais, Monsieur le Président, que quel que soit l'avenir de la réforme, de l'organisation territoriale, les SDIS ne vont pas disparaître. La question sera de savoir à quoi ils sont raccrochés. Mais les SDIS ne vont pas disparaître et leurs missions ne sont pas en cause. Donc, des recommandations sur les relations entre le SDIS et le SAMU seront mises en œuvre après une concertation avec les acteurs. Une des réflexions aujourd'hui est de pouvoir permettre aux SDIS d'orienter davantage les patients vers la ville plutôt que vers les urgences. Et donc, le numéro de régulation, justement, ambulatoire sera un des dispositifs qui sera identifié et qui permettra aux pompiers de renvoyer plus spontanément vers une permanence ambulatoire. J'avais dit que j'avais 2 points, mais en fait, j'en avais 3, puisque vous m'avez aussi interrogé sur SOS Médecins. SOS Médecins est aujourd'hui un mécanisme est une association qui participe à la PDSA sur certains territoires et qui, dans certains territoires, a un rôle d'ailleurs tout à fait essentiel, avec une organisation spécifique qui lui appartient,
qui est bien connu des patients en raison de son implantation historique. Le choix qui est fait est donc d'intégrer ce dispositif dans le dispositif national tout en préservant la spécificité de SOS Médecins. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'association SOS Médecins, mais de l'inscrire dans le cadre de la réorganisation de notre système de permanence des soins. Voilà ce que je voulais vous indiquer à ce stade. Je crois que l'initiative que vous avez prise de lancer une mission sur la permanence des soins est une initiative positive. C'est un sujet qui préoccupe nos concitoyens, peut-être davantage que les parlementaires eux-mêmes, mais en tout cas, c'est un sujet de préoccupation pour nos concitoyens. Et je crois que nous avons ensemble, en tout cas, la responsabilité d'apporter des réponses qui soient des réponses concrètes pour permettre aux Français de trouver une porte ouverte à n'importe quelle heure du jour et de la nuit quand ils ont un problème de santé. Merci, Madame.